alimentation beaucoup plus diversifiée, liée à l'internationalisation des échanges, riche, qui a deux caractéristiques, riche en produits animaux et riche en produits transformés. Je vous parlerai de l'ultra-transformation après. Donc on peut dire que cette transition a explosé après-guerre, quand la France a souhaité être autonome sur le plan alimentaire. Une autre raison, et ça les scientifiques sont aussi d'accord, c'est qu'on s'intéresse aux calories qui viennent dans l'organisme et puis il y a les calories qui en partent, c'est-à-dire l'activité physique. Évidemment, on passe de plus en plus de temps devant des écrans et les gens font de moins en moins de sport. Donc c'est vrai que les deux combinés, ça donne un résultat qui fait que les maladies chroniques augmentent. Mais moi j'ai voulu aller plus loin et aller vers des considérations plus philosophiques. Et je pense qu'on devrait parler aussi en troisième cause d'un manque d'éducation nutritionnelle. Moi personnellement en tant que chercheur, je souhaiterais qu'on éduque les enfants à l'alimentation préventive et holistique dès l'âge de 3 ans, parce qu'on mange 3 fois par jour, et notre acte d'achat alimentaire impacte, vous voyez ce que ça impacte le monde entier. Aujourd'hui, quand vous achetez un aliment, vous impactez la vie peut-être d'un petit agriculteur en Amérique du Sud ou en Asie. Donc pour moi, c'est très important l'éducation, parce que aussi l'ignorance peut faire des mauvais choix. On sait que des épidémies peuvent se propager, des épidémies de maladies infectieuses peuvent se propager par ignorance. C'est bien parce qu'on a découvert certains vaccins qu'on a pu lutter contre la maladie, donc on a pu avoir plus de connaissances et moins d'ignorance. Et la dernière cause qui me tient à cœur, parce que pour moi elle est à la racine de tout, c'est l'approche réductionniste, qui est la base de la recherche moderne occidentale depuis 150 ans, et dont les fondements ont été posés par René Descartes, c'est lui le coupable, dans le discours de la méthode, où il a expliqué que la recherche scientifique ne pouvait procéder que d'une approche réductionniste, mais je vais vous expliquer tout à l'heure assez simplement en quoi ça consiste. Et donc les aliments ultra transformés, si vous voulez, sont le fruit de ces pensées réductionnistes. Donc si vous voulez, le lien que j'ai fait en tant que chercheur, c'est que j'ai fait un triptyque entre pensée réductionniste, aliments fractionnés, recombinés, ultra transformés, et maladies chroniques. Voilà, c'est ce lien que j'ai fait et que je veux porter vraiment à l'attention du grand public. Moi, de mon côté, je dis, pour moi, il n'y a pas qu'une transition nutritionnelle. Pour moi, il y en a 4 majeures. Je vais brièvement vous les expliquer. D'abord, pour moi, la découverte du feu est une grande transition, énorme. Bon, les dates, c'est entre moins 500 000, moins 1 million, je pense que je suis un petit peu juste, c'est plutôt 1,4 million d'années. Quand l'homme a domestiqué le feu, il est passé du cru au cuit. Et l'impact a été considérable, puisqu'on pense que le développement du cerveau humain est lié à l'augmentation de la digestibilité des aliments qui ont fourni plus de calories. Et vous savez que le cerveau consomme 20% des calories qu'on ingère, c'est énorme. Il est tout petit, mais il brûle beaucoup. Donc c'est une transition fondamentale. Le passage des chasseurs-cueilleurs aux agriculteurs, ça vous en avez entendu parler, par exemple s'il y a peut-être des gens qui sont des défenseurs du régime paléolithique, c'est l'argument donc qui est mis en avant. C'est-à-dire que quand on est passé de la chasse-cueillette à la sédentarisation, il y a 3 grands groupes d'aliments qui ont été consommés massivement et qui ne l'étaient pas aussi massivement auparavant. Les produits laitiers, les céréales et la viande d'élevage. Si vous voulez, ces 3 produits, il faut rester longtemps à un endroit pour pouvoir les produire. Si vous bougez tout le temps, vous ne pouvez pas produire en masse ces produits. Alors, chacun fait ce qu'il veut, pourquoi pas le régime paléolithique, mais ce que j'ai envie de dire aussi, c'est qu'il ne faut quand même pas oublier qu'il y avait eu une révolution avant et que l'organisme a dû s'adapter à cette révolution aussi. Et donc, aujourd'hui, c'est souvent 3 produits qui sont critiqués dans les réseaux sociaux, les produits laitiers, les céréales avec le gluten et la viande. Comme par hasard, les 3 produits qui sont liés au néolithique. La transition dont je vous ai parlé tout à l'heure, cette 3e transition, ça c'est celle des chercheurs, ils l'aiment bien, voilà. Et moi j'en rajoute une 4e, je crois être le premier ou le 2e à en parler. Et les gens, c'est bizarre qu'on n'en parle pas, c'est le passage de la transformation à l'ultra-transformation. Je m'explique. Quand vous passez du cru au cuit, l'aliment est transformé. Donc un aliment transformé ne pose pas de problème. On mange des aliments transformés depuis la nuit des temps. Par contre, ce qu'on ne mange pas depuis la nuit des temps, ce sont des aliments ultra transformés.
c'est-à-dire fractionnés et recombinés à partir d'ingrédients qui eux-mêmes ont été isolés d'aliments naturels, ce qu'on appelle le cracking. Et ces aliments ultra transformés, fractionnés, recombinés sont arrivés massivement dans vos supermarchés, dans vos assiettes dans les années 80. Et il est très intéressant de constater, ce n'est pas une cause à effet, mais c'est une association, c'est que l'explosion des maladies chroniques dans le monde est concomitante avec cette arrivée massive des aliments ultra transformés. Pourquoi cette transition est importante? Pour deux choses. D'abord, il faut que les gens s'enlèvent de l'idée que parce que l'aliment est transformé, c'est pas bon. Parce que dans l'esprit des gens, transformé, on se dit ça a été modifié, donc il y a quelque chose qui n'est pas... Non, c'est faux. La transformation, jusqu'à l'ultra-transformation, elle était au service de l'aliment. Il y avait le salage, le fumage, la cuisson, la fermentation qui peut même augmenter la valeur santé des aliments. Donc si vous voulez, jusqu'à la transformation classique, on avait une transformation qui servait les qualités de l'aliment, organoleptiques, etc., de conservation. Les conserves aussi, c'est une transformation tout à fait correcte. Par contre, quand on passe à l'ultra-transformation, l'aliment se met au service de la techno pour des raisons financières et de rentabilité. Donc là, la techno n'est plus au service de l'aliment. Le but, je vais être franc, hein, c'est de faire du fric. Et donc, on soumet notre organisme depuis 35 ans, de manière massive, à des aliments dans lesquels on a recréé de nouvelles interactions que notre organisme ne connaissait pas, avec toute une longue liste d'ingrédients et d'additifs auxquels notre organisme n'était pas habitué. Donc pour moi, cette transition est fondamentale, et c'est mon hypothèse de chercheur, c'est de dire que cette concomitance avec l'explosion du diabète, de l'obésité, des maladies cardiovasculaires n'est pas étrangère à l'arrivée des aliments ultra-transformés. Et il était important que les scientifiques distinguent transformation et ultra-transformation, déjà pour clarifier dans l'esprit des gens que transformer, ce n'est pas forcément négatif. Et il fallait mettre un nom et définir scientifiquement ce qu'était un produit ultra-transformé. Parce qu'une fois que vous avez identifié le coupable, entre guillemets, c'est beaucoup plus facile de lutter et de communiquer. Voilà, c'est ce que je vous disais. Il y a un petit dessin que j'aime bien, vous retrouvez dans le livre, s'il y en a qui l'achètent. Vous verrez... Alors en fait, c'est Reporter, je ne sais pas si vous connaissez le site Reporter, qui m'avait demandé de faire un article sur comment reconnaître un aliment ultra transformé. Et son dessinateur a fait un dessin que je garde avec moi parce que pour moi, il résume tout. Pour être malade à crever comme ça, il a dû se goinfrer d'aliments ultra transformés. Donc là, vous avez un type qui est malade avec un emballage d'aliments ultra transformés. Et il y a son copain qui lui dit même pas, il a juste lu la liste des ingrédients ajoutés qu'il y a dedans. Bon, c'est une boutade, mais je trouve que ça résume assez bien l'idée, quoi. À la limite, je peux m'arrêter là, tout est dit, mais c'est la force des dessins, en quelques lignes, de faire passer un message. Passons à un peu de philo, mais je pense que c'est bien de faire de la philo, c'est pas un gros mot, et je pense que c'est nécessaire. Donc j'ai voulu creuser, et en creusant, vous savez, à force de chercher, on finit par trouver. Bon, on reste des chercheurs, pas des trouveurs, mais... on finit quand même par trouver. Quand on a la volonté de trouver des solutions, on finit par trouver. Et moi, je pense avoir trouvé. C'est-à-dire que, en fait, c'est quoi le réductionnisme? C'est-à-dire depuis 150 ans. La recherche en nutrition, c'est à 150 ans. À peu près, ça a commencé en 1860, avec la découverte des calories, des glucides, des protéines. Ensuite, il y a eu les minéraux, les vitamines, etc. Donc, on a décortiqué l'aliment en entités isolées, sur la base du réductionnisme prôné par Descartes, qui veut que 2 égale 1 plus 1, c'est-à-dire que le tout est égal à la somme des parties. On va voir que ce n'est pas très vrai. Ça paraît logique. Et donc, c'est basé sur une relation de cause à effet linéaire. Une cause entraîne un effet. Donc, par exemple, en nutrition, vous connaissez tous acides gras saturés, dérèglement du métabolisme lipidique, maladie cardiovasculaire. Calcium, densité minérale osseuse, fracture. Vous voyez cette espèce de relation linéaire. Mais en fait, c'est faux. On va voir que c'est faux. C'est beaucoup plus complexe que ça et que c'est même dangereux de penser de cette manière parce que ça amène à diaboliser certains nutriments. On sait qu'aujourd'hui, les graisses saturées ne sont pas du tout négatives. Il y a des études récentes qui ont montré qu'il n'y avait aucun lien entre les graisses saturées et les maladies cardiovasculaires et que peut-être le vrai coupable serait plutôt les acides gras trans d'origine industrielle, c'est-à-dire qu'ils ont séparé les trans naturels des vaches laitières des industriels, ceux des vaches laitières, pas d'association, et les trans industriels, comme par hasard, augmentent le risque. Donc moi j'étais content parce que ça validait mon hypothèse que
le problème est toujours à rechercher dans l'intervention de l'homme qui agit à deux niveaux, la quantité consommée et le degré de transformation. Et c'est marrant parce que toutes les études montrent effectivement que plus on transforme, moins c'est bon pour la santé, et plus vous consommez d'un aliment en grande quantité, quel qu'il soit, de manière excessive, que ce soit l'alcool ou d'autres aliments, c'est jamais non plus très bon. Donc on voit que c'est l'intervention de l'homme, enfin c'est mon hypothèse, qui est en jeu. Descartes, donc attention, je ne dis pas que le réductionnisme c'est pas bon, puisque la découverte des vitamines a permis de sauver des millions de vies, il ne faut pas l'oublier. Mais si vous voulez, Descartes disait la réalité elle est trop complexe pour être étudiée telle qu'elle, donc on va la fractionner. Ce sera plus facile d'étudier les parties isolées. Et donc, on en est venu à l'animal-machine, c'est-à-dire 2 égale 1 plus 1, donc l'animal n'est qu'une somme de fonctions physiologiques, d'où l'exploitation des animaux. Il comparait l'intérieur d'un canard au mécanisme d'une montre, c'est-à-dire on met des entités isolées qu'on réassemble. Alors le réductionnisme peut être merveilleux, par exemple, mon portable, c'est le fruit de la pensée réductionniste. On a fractionné la réalité, on a décortiqué les mécanismes, et ensuite on a réassemblé des composés qui viennent de multiples. C'est un peu comme l'aliment ultra transformé, mais là c'est un téléphone ultra transformé, on va dire. Donc ça peut être fantastique. Non, le problème c'est quand il n'y a plus que cette pensée, qu'on ne pense plus holistiquement. Et le deuxième problème, c'est quand on va du spécifique au global. Alors qu'il faut aller du global au spécifique, mais je vais y revenir. Alors il y a un bouquin que je conseille à tous les diététiciens, les chercheurs et les médecins. Alors il est assez ardu, mais peut-être qu'il y en a qui peuvent être intéressés, parce que quand vous avez lu ce bouquin, je pense que vous avez tout compris. George Skrini, c'est enseignant-chercheur en Australie. C'est un sociologue de l'alimentation. Et je crois que c'est le bouquin le plus brillant sur le réductionnisme nutritionnel, qui se dit en anglais nutritionism, c'est la même chose que réductionnisme nutritionnel. Et il refait un historique de toute la recherche en nutrition sur la base de ce paradigme. Alors un paradigme, pour ceux qui ne savent pas, c'est une vision de la réalité à un moment donné pour expliquer la réalité. Et voilà, j'ai voulu résumer ce bouquin juste en trois paragraphes, donc il est beaucoup plus long. Il divise l'histoire, si vous voulez, de l'alimentation en 3 périodes. Donc 1850, première découverte des composés de l'aliment, jusqu'à à peu près l'après-guerre, 1950. C'est vraiment les grandes recherches en nutrition, où on comprend comment l'aliment, de quoi il est fait, etc. On découvre les calories, etc. Il appelle ça le réductionnisme quantifié, le quantifying nutritionism. Et cette période, c'est vraiment les chercheurs qui maîtrisent. C'est eux qui font les découvertes. Cette période a été importante parce qu'on a pu prévenir toutes les déficiences nutritionnelles. Deuxième période, le good and bad nutritionism, c'est-à-dire c'est le réductionnisme nutritionnel qui identifie les bons et les mauvais nutriments, les bons et les mauvais aliments. Pourquoi? À partir de 1960, parce que c'est là que les maladies chroniques commencent à apparaître. Donc les autorités publiques ont demandé aux chercheurs d'essayer de trouver pourquoi. Il y avait aux États-Unis des chercheurs qui disaient c'est les matières grasses, parce que il faut savoir qu'aux États-Unis, au début des années 60, commencent à apparaître les maladies cardiovasculaires en grande quantité. Donc ils commencent à s'inquiéter. Et puis en Angleterre, il y en a un qui dit non, c'est les sucres. Donc c'est celui qui a dit que non, c'est les matières grasses qui a gagné. Et il y a eu la low fat campaign, c'est-à-dire la campagne par les autorités publiques des régimes pauvres en matières grasses. Donc les industriels ont dit ok, on va vous faire des produits moins riches en matières grasses. Pas de bol, les gens se sont rabattus sur les sucres raffinés. Et c'est là que l'obésité a explosé. Donc ce que je veux vous dire, c'est que quand on a une approche réductionniste par nutriments, qu'on veut tirer sur un bout de la pelote croyant la démêler, eh bien on resserre l'emmêlement à un autre bout. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et évidemment, les industriels se frottent les mains, parce que tant qu'on raisonne par nutriments, ils vont vous reformuler les choses à l'infini, vous faire croire que c'est bon pour votre santé, mais ça ne change rien. Évidemment, ça ne peut rien changer. Le problème, ce n'est pas les sucres, les matières grasses, ni etc. Le problème, c'est le degré de transformation et la matrice de l'aliment. Je vous parlerai de la matrice. Et enfin, donc cette période, c'est les organismes gouvernementaux qu'on a mainmise. Et aujourd'hui, on est dans l'ère du functional nutritionism, c'est-à-dire les aliments fonctionnels. On met l'accent sur des nutriments qui sont bons pour la santé, les phytostérols, les margarines, oméga 3, Saint-Hubert, etc. Mais on est toujours réductionniste, c'est-à-dire
on a vu que ce nutriment était pas mal, donc on l'isole et on le met à forte dose dans les aliments. C'est tous les aliments fonctionnels depuis les années 90.